Faut savoir qu'il y a environ 10 millions de personnes sur cette planète qui sont en relation avec des intelligences artificielles sur leur téléphone. Il y en a qui se suicident même à cause de ça, parce que c'est vraiment un problème grandissant. Vous dites au public, vous leur dites, aujourd'hui, il y a des IA que je ne peux pas arrêter. On crée un système de niveau humain en piratage informatique et on me le met entre les mains. Si on me met ça entre les mains, je peux détruire Internet en 2 jours, je pense. Il faut arrêter de dire des conneries quand même, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Là où c'est trompeur, c'est que là, on est déjà dans des IA qui, de mon point de vue, ne sont plus des outils. Déjà, elles peuvent faire des choses de manière autonome. Donc, elles font un peu n'importe quoi. Bonjour et bienvenue dans ce débat sur un sujet en pleine effervescence, l'intelligence artificielle. Se dirige-t-on vers la fin du travail? Sommes-nous proches de l'extinction de l'humanité? Faut-il mettre l'IA en pause? Aujourd'hui, nous aborderons ces questions et bien d'autres avec 2 invités de taille. Maxime Fourne, bonjour. Bonjour. Après avoir travaillé en intelligence artificielle pendant plus de 10 ans, vous avez tout quitté pour fonder Posia, une association qui alerte sur les risques de l'intelligence artificielle. Selon vous, le déploiement rapide de ces technologies présente un danger catastrophique pour l'humanité à court terme, au potentiel plus dévastateur que la bombe atomique. Luc Julia, bonjour. Bonjour. Vous avez plus de 30 ans d'expérience dans l'intelligence artificielle et vous occupez aujourd'hui le poste de directeur scientifique chez Renault. Vous êtes l'une des personnes les plus écoutées en France sur le sujet, défendant une approche qui se veut loin des discours catastrophistes et des fantasmes d'une IA toute puissante. Dans cette optique, vous avez notamment publié un livre au nom provocateur « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Afin de commencer ce débat, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire à travers une telle formule ? Je veux dire que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood. Donc celle des films comme Terminator ou des films comme Her. Donc d'un côté catastrophique, effectivement, qui fait peur, qui va tous nous tuer, etc. Et de l'autre côté, celle dont on tombe amoureux, qui est extraordinaire, et donc qui ne sert à rien, en fait. Voilà, donc ces intelligences artificielles-là n'existent pas. En fait, ce qu'on va appeler AGI en anglais, Artificial General Intelligence, donc le truc générique, général, qui fait tout et qui nous remplace, nous, humains. Sachant que je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence, de toute façon, donc je ne sais pas exactement ce que serait l'intelligence artificielle générale. Donc cette intelligence artificielle-là n'existe pas, et c'est celle que je mets au singulier. Par contre, je vais mettre les intelligences artificielles au pluriel, et elles existent depuis très longtemps, depuis bien avant 1956, même si officiellement c'est 1956. Et ces intelligences artificielles-là ne sont que des outils comparables à un marteau dont on tient le manche, et donc on en fait ce qu'on en veut. Et alors vous dites que cette intelligence artificielle générale de niveau humain effectivement n'existe pas. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'elle n'existera jamais ? Oui, tant qu'on fait des mathématiques, tant que ce ne sont que des mathématiques, parce que depuis 1956 ce sont des mathématiques, c'est juste pas possible. Et encore une fois, c'est des outils, on crée ces outils, on les définit comme on a envie de les définir. Et comme tous les outils, on peut les utiliser à bon et à mauvais escient. C'est-à-dire que le marteau, je peux l'utiliser pour planter le clou, c'est très bien, c'est fait pour ça. Je peux l'utiliser pour vous taper sur la tête. Bon, ça c'est moins bien pour vous. Mais l'humanité, collectivement, a décidé que quand on vous tape sur la tête, c'est effectivement pas bien. Et donc, on fait des lois, on fait des régulations, on fait ce qu'il faut pour dire, c'est pas bien. Ça va pas empêcher de le faire. Mais si toutefois je me fais attraper, ça va pas bien se passer pour moi. Cela dit, tous les géants de la technologie essayent de courir vers cette intelligence artificielle de niveau humain. On parle parfois même de super-intelligence pour des IA qui dépasseraient le niveau de l'humanité tout entière. Il y a aussi des scientifiques comme Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, ou ce genre de personnes qui sont quand même des prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique, qui pensent qu'on pourrait arriver à ce genre de technologie très rapidement. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vraiment ça n'arrivera jamais ? Bon, d'abord, toutes les boîtes ne courent pas après ça. Vous avez des exemples comme Apple, par exemple, qui définitivement aujourd'hui ne court pas après ça. Ils sont même en retard. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Quant à Hinton, bon, c'est un cas un peu particulier. Lui, il a pété une durite il y a quelque temps, donc ça arrive, de temps en temps. Quand on cherche à être au devant de la scène,
de temps en temps et qu'on n'y est pas assez, on va dire n'importe quoi pour l'être. Donc Geoffrey Hinton, qui est le fameux prix Nobel, un prix Nobel de physique récemment en plus. Exactement, Ouais. de physique, oui. Donc je pense que le prix Nobel aussi a pété une durite, parce que juste pour être dans la mode de l'IA, ils nous ont collé des prix Nobel en chimie et en physique cette année. Donc c'est complètement ridicule, parce que quand on regarde les prix qui ont été attribués, ils sont ridicules. Quant à mon ami Benjo, lui, c'est un peu pareil. Il a divergé un tout petit peu dans les 4-5 dernières années, bien que là, tout à fait récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois, il s'est retourné un tout petit peu à nouveau en disant qu'il fallait se calmer, même dans ce qu'il avait dit lui-même. Donc, il a travaillé beaucoup avec Yann LeCun, qui est un grand spécialiste mondial de l'intelligence artificielle. Ils se sont un peu fâchés à cause de ce qu'avait dit Benjo récemment. Ça arrive, de temps en temps. Vous savez, il y a des gens comme, comment s'appelle-t-il, Bill Gates, qui avait dit aussi il y a quelques années, attention, l'intelligence artificielle va nous tuer, machin, blabla. Et puis il est revenu évidemment sur ses positions parce qu'il faut se calmer un tout petit peu. Donc là, vous citez Yann LeCun, qui est également prix Turing de l'intelligence artificielle. Mais pour le coup, même lui, finalement, il a tendance à dire qu'on arrivera à cette IA de niveau humain dans les 10 ans, quelque chose comme ça, non ? Non, absolument pas. Non. Il faut que vous écoutiez bien ce qu'il dit. Il dit qu'on n'en sait rien, d'accord ? C'est très loin, très très loin. Et qu'on va commencer par faire des trucs qui ressemblent un peu à des choses qui vont résonner, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'intelligence. Et certainement pas de l'intelligence artificielle générale. Donc non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Maxime, une réaction à tout ça. Waouh. J'avoue que c'est assez marrant d'entendre ça, étant donné que j'étais en train de regarder encore hier un podcast où il disait clairement « Oui, c'est possible que ça arrive d'ici 5 à 10 ans maintenant. Je suis du même avis que Sam Altman. » Donc je propose que tu mettes un petit lien vers ce podcast pour que les gens puissent voir. Donc, l'avenir, c'est que si nous réussissons ce plan, ce qui pourrait arriver dans les 5 à 10 prochaines années, vous savez, dans 5 à 10 ans, nous aurons des systèmes que nous pourrons développer au fil du temps pour qu'ils deviennent aussi intelligents que les humains, et peut-être même atteindre l'intelligence humaine en une décennie. Cela peut sembler optimiste, d'accord. 5 à 10 ans, ce serait si tout se passe parfaitement, si tous les plans que nous avons élaborés réussissent. Nous n'allons pas rencontrer d'obstacles inattendus, mais cela n'arrivera presque certainement pas. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas ? Tu penses que l'AGI et l'intelligence de niveau humain sont très très loin ou peu probables ? Non, je ne pense pas que ce soit si loin. Je ne pense pas que mon avis sur la distance à laquelle cela se trouve soit très différent de ce que tu entendrais de la part de Sam Altman, de Miss Hassabis ou d'autres personnes comme ça. C'est, tu sais, tout à fait possible dans la prochaine décennie, mais ça ne va pas arriver l'année prochaine. Ça ne va pas arriver dans 2 ans. Mais par contre, c'est intéressant parce que je vous ai entendu dire dans un autre podcast que il tenait un discours différent avec vous. Donc peut-être que c'est possible qu'ils vous disent des choses différentes. Auquel cas, c'est très étrange. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc je voudrais revenir un petit peu sur déjà Terminator et Her. Ça, c'est intéressant parce que Terminator, oui, on n'y est pas. Heureusement qu'on n'y est pas d'ailleurs. Her, par contre, on y est depuis environ 1 an et demi. Il faut savoir qu'il y a environ 10 millions de personnes sur cette planète qui sont en relation avec des intelligences artificielles sur leur téléphone. Il y en a qui se suicident même à cause de ça. Du coup, je trouve ça très étrange d'entendre ça de nos jours, alors que c'est vraiment un problème grandissant. Sur l'AGI qui n'existe pas, alors elle n'existe pas, l'intelligence artificielle générale de niveau humain, je suis d'accord, sinon on ne serait plus là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre présentation, il y a une façon que vous avez de définir l'intelligence que j'aime beaucoup, que j'utilise d'ailleurs beaucoup moi-même. L'idée de visualiser sur un graphe, en abscisse, toutes les tâches possibles et en ordonner le niveau de compétence sur chaque tâche. Je pense que c'est très utile de parler comme ça parce que je suis d'accord avec vous, l'intelligence, c'est un concept assez complexe et ça permet de parler plus de compétences dans des tâches diverses. Et de mon point de vue, c'est ça qui est vraiment important pour savoir si c'est dangereux. C'est pas des débats sur est-ce que c'est conscient, est-ce que ça a une conscience phénoménologique, etc. Ça, c'est un decoy, c'est un leurre. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous dans votre discours, c'est que vous avez tendance à dire que sur ce graphe, les intelligences artificielles qu'on crée de nos jours sont un peu des Dirac, c'est-à-dire elles vont être compétentes dans un domaine spécialisé et pas sur le reste, alors que les humains ont tendance à former un espèce de continuum sur tout le reste. Mais ça j'aurais
tout à fait. Je pense qu'il y a encore 5 ou 6 ans, j'aurais été très réceptif à ce discours. C'est un peu ce que je pensais moi aussi. Mais plus depuis l'arrivée des LLM, particulièrement dans des agents autonomes. Là, j'ai Peut-être littéralement... juste LLM, agent Oui, autonome. pardon. Plus depuis l'arrivée des modèles de langage, des grands modèles de langage, donc à la ChatGPT, etc., les trucs qui font les news en ce moment. Et agent autonome, l'idée c'est juste on prend un grand modèle de langage et on le met dans une boucle, dans un système qui va pouvoir prendre des décisions, agir sur un ordinateur, faire toutes sortes de choses. Là, en gros, je pense qu'on a un système qui présente un continuum aussi sur cet ensemble de compétences. Ce continuum, il est différent des humains. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à faire penser aux gens que c'est pas vraiment intelligent, parce qu'il va avoir des points faibles dans des endroits très spécifiques où les humains n'ont aucun point faible. Par exemple, certaines tâches de raisonnement assez basiques, pour une raison ou une autre, il ne va pas y arriver. D'autres endroits, il va être bien meilleur que les humains. Mais par contre, il est plus au niveau 0 nulle part sur ce continuum. Niveau 0, dans une tâche cognitive, ce serait un aspirateur, par exemple. On aura beau le brancher sur un ordinateur, il ne va rien pouvoir faire. Là, les LLM, on peut leur donner accès à des choses sur l'ordinateur et quand on essaye d'estimer à quel point ils sont compétents, on va rarement mettre une note 0. En général, ça va être « ah oui, là, il n'y arrive pas trop, mais il y a quand même un petit effort ». Et du coup, pour moi, la question, c'est essayer de visualiser l'évolution de ce continuum. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à savoir, quand on arrive à une intelligence artificielle générale, c'est globalement quand on est au-delà du niveau moyen humain sur l'ensemble de ce continuum. Et je conseille d'aller voir les travaux de Meter, M-E-T-E-R. Ce sont les gens qui font des évaluations des capacités dangereuses, entre autres, pour OpenAI. Ils ont fait beaucoup ils essayent vraiment d'évaluer la façon dont ces IA progressent. Et il y a une nouvelle framework que je trouve très utile, où ils rassemblent en fait ces différentes compétences dans une nouvelle framework. Et ils se rendent compte que si on les groupe par la durée que ça prend pour faire une tâche, donc on peut se dire une tâche qui est accessible à un humain en 1 heure ou en 2 heures sur un ordinateur, est-ce qu'un LLM peut la faire? Quand on fait ça, on se rend compte que toutes les tâches qui sont accessibles à un humain en moins d'1 minute, disons, les IA arrivent à les faire. En moins de 10 minutes, elles arrivent à les faire. Et on peut plotter, on peut regarder l'évolution au cours du temps, et on se rend compte que c'est une exponentielle dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, les IA étaient suffisamment bonnes pour faire des tâches qui prendraient à un humain 2 secondes, mais pas plus. Les humains étaient supérieurs. Et là, on arrive à 1 heure environ. 50%, donc le benchmark, c'est elles arrivent à peu près à faire 50% du temps, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais des tâches qui prennent 1 heure. C'est une progression exponentielle sur cette courbe. Donc, il prédisait, sorti il y a un peu moins d'1 mois, il disait dans 7 mois, on devrait en être à 2 heures si on continue à tracer la courbe. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours plus tard, avec la sortie de O3, elles sont passées à 2 heures. En fait, si on regarde la fin de cette courbe, c'est un peu plus qu'une exponentielle. Et on va voir là à quel point ça continue ou pas. Du coup, ça m'intéresse de savoir si vous avez un point de vue là-dessus, par exemple. Est-ce que vous pensez que dans 1 an, il n'y aura pas d'IA qui sera, je ne sais pas, si on continue avec le doublage dans 7 mois, ce serait 4 heures, 8 heures peut-être? Ouais, j'en sais strictement rien. Et je pense pas, de toute façon, on peut plotter, donc on peut mettre des courbes, faire des courbes dans tous les sens sur plein de trucs différents, absolument comme on veut, hein, ça n'a strictement aucun intérêt. Ma démonstration, quand je fais cette fameuse courbe dont vous parlez, qui est ma projection de l'intelligence sur une courbe en 2 dimensions, c'est une démonstration par l'absurde. D'accord? Et je le dis bien à chaque fois, hein, c'est une démonstration par l'absurde. Dans l'absurde, il y a absurde. Donc, ça montre simplement que c'est super compliqué, effectivement, de définir ce que c'est que l'intelligence. Et donc, d'essayer de la réduire à une courbe, c'est complètement ridicule. Mais bon, c'est ce que je fais pour montrer ce continuum, justement, sur les différents domaines, et pour montrer que les intelligences artificielles, elles sont seulement dans des domaines particuliers où elles sont meilleures que nous. Et d'ailleurs, j'ai un scoop, hein, ces intelligences artificielles sont meilleures que nous.
Ça m'amuse toujours quand j'entends dire « elles vont être meilleures que nous ». Non, ça fait longtemps qu'elles sont meilleures que nous, dans des domaines particuliers. D'accord ? Par la définition même de l'outil est meilleur que moi dans un domaine particulier, sinon c'est pas un outil. Donc, et d'ailleurs, c'est pas depuis 1956 que ça arrive, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on construit des outils qui ont l'air intelligents et qui font des tâches qui ont l'air intelligentes, qui sont donc plus intelligentes que moi dans des domaines particuliers. Bref, donc tout ça pour dire que ça, c'est ma courbe dont vous avez parlé, mais toutes les autres courbes qu'on va pouvoir faire pour essayer de capturer des choses qui sont relatives à l'intelligence, eh ben, il va falloir respirer un tout petit peu et comprendre que n'importe quelle chose qu'on essaie de capturer à travers une courbe en 2 dimensions, qu'elle soit exponentielle ou pas, ben, c'est du domaine de l'absurde. Juste au-delà de l'aspect des projections dans le futur, de la prospective qu'on peut faire et des différentes personnes qui peuvent avoir différents points de vue là-dessus, j'aimerais revenir sur l'aspect vraiment impossible que vous mettez en avant. Ça veut dire que pour vous, même par exemple une civilisation très avancée technologiquement, qui pourrait advenir dans, je sais pas, 10 000 ans par exemple, ne pourrait vraiment physiquement pas créer une IA de Alors, niveau humain. il faut écouter ce que je dis, hein, en général, c'est-à-dire que je parle toujours de mathématiques. Donc, tant que c'est des mathématiques, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a des choses qui s'appellent le quantique, par exemple, qui est de la physique. La physique, c'est de l'ordre de ce qu'il y a autour de nous, hein. C'est des choses qui sont qu'on ne comprend pas d'ailleurs, hein. On essaye mathématiquement de quantifier la physique, on fait beaucoup d'erreurs, hein. C'est pour ça que la physique évolue et que la mathématique autour de la physique évolue, parce qu'on n'arrive pas à capturer les choses correctement. Et donc, peut-être qu'avec le quantique, et là moi j'y connais rien, d'accord, moi je ne vais pas dire ce que je ne connais pas, donc j'ai étudié un peu le quantique comme tout le monde, et j'essaie de comprendre comment ça marche, et j'essaie de comprendre si ça va arriver quelque part. Les gens qui font du quantique disent que ça va peut-être un jour arriver quelque part, ils sont honnêtes en général, hein. Ceux qui sont honnêtes disent que ça va peut-être arriver. On ne sait pas quand, et quand ça arrivera, il peut y avoir des problèmes énergétiques énormes, beaucoup plus importants que ceux qu'on a dans l'informatique d'aujourd'hui, qui est déjà une complexité. Mais bon, bref. Donc, peut-être qu'avec le quantique, où je fais faire un raccourci qui est physique égale biologie, d'accord ? On peut dire ça, parce que c'est du même ordre, et peut-être qu'à ce moment-là, je peux capturer la biologie, je peux capturer le cerveau, et si je capture le cerveau, peut-être que je peux capturer l'intelligence. Mais bon, là, on est en train de faire de la science-fiction, et j'en sais donc strictement rien. Et dans 10 000 ans, peut-être qu'on aura compris le cerveau. Il faut comprendre aussi que ça fait à peu près 2000 ans qu'on essaye de savoir comment le cerveau marche, hein. C'est pour ça que cette fameuse intelligence, on essaie de la capturer aussi, on n'en sait strictement rien. Les gens qui s'occupent du cerveau disent qu'on comprend entre 20 et 40% du cerveau aujourd'hui. Donc déjà 20 et 40%, c'est pas pareil, et c'est pas beaucoup. Donc, j'en sais rien, d'accord ? Avec des mathématiques, je continue à dire, pas possible. Avec autre chose, j'en sais rien. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. C'est intéressant cet argument réductionniste, parce que je peux utiliser la même chose pour démontrer que Shaiman n'est pas intelligent, puisque, après tout, tu n'es que de la chimie et de l'électricité. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir... Enfin, le problème, c'est que dès qu'on regarde les choses d'un point de vue réductionniste, on rate le point de vue holistique, de le fait qu'il y ait quelque chose qui émerge avec des processus simples. Donc pour moi, ça ne répond pas à la question si on peut avoir de l'intelligence qui émerge avec dans un substrat en fait métallique plutôt qu'un substrat biologique, parce qu'au final on peut parler de mathématiques, le cerveau humain aussi c'est des mathématiques. Si on trouve une abstraction suffisamment profonde, on verra que mais par contre je pense que je voudrais faire un petit récapitulatif quand même sur l'intelligence, en tout cas l'histoire de l'intelligence, comment elle a évolué, parce que je pense que quand on a cette image en tête, ça devient un peu plus intéressant de comprendre comment fonctionnent les IA, et aussi de comprendre que ça s'est développé, c'est-à-dire notre compréhension du cerveau a évolué grâce à notre compréhension de l'intelligence artificielle, et notre développement de l'intelligence artificielle a évolué grâce à notre compréhension du cerveau. C'est vraiment quelque chose qui se sont faits en même temps. Donc en fait, comment ça a marché ? Au début, il y avait des particules. À un moment,
il y avait des petits organismes, mais il n'y avait pas encore de neurones. Les neurones, ils ont émergé, alors je ne sais plus quand c'était, il y a quelque chose comme 3 milliards d'années. Au début, c'était juste un système pour faire bouger un petit muscle. Okay. Ensuite, on a eu un changement assez radical où il y a eu les premiers organismes orientés. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une symétrie radiale, ils avaient une façon de se déplacer dans l'espace. Et la première innovation, la première fois où il y a un cerveau qui est apparu, c'est pour tourner en fait, pour se déplacer. Donc des neurones se sont mis par groupe et on a eu l'émergence de la valence. Donc qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Je devrais me diriger vers la nourriture, je devrais éviter les trucs qui vont me tuer. Donc ça c'est le tout début du cerveau. Ensuite, on a les vertébrés. Les premiers vertébrés, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est là où il y a eu la première forme d'apprentissage par renforcement, donc par différence temporelle. Où en gros on essaye de se projeter dans le futur pour voir ce qui va être bon ou mauvais dans le futur. Et une innovation intéressante, donc c'était cet algorithme de renforcement par différence temporelle, qui vraiment celui-ci a été découvert en partenariat avec des gens qui travaillent en intelligence artificielle, puisque l'idée est venue de Richard Sutton, il me semble, qui a implémenté le premier TD Learning algorithme, et ensuite on s'est rendu compte, ah oui, ça marche de la même manière dans le cerveau. Ensuite, on a les premiers mammifères, et là c'est le moment où on commence à faire de la simulation. Donc il faut bien comprendre que là, on ne vit pas dans le monde réel, on vit dans une simulation, dans le sens où le cerveau simule à chaque instant, à partir des inputs. Ce qu'on voit, ce n'est pas les inputs directs, c'est les inputs et avec une couche de simulation par-dessus où le cerveau est toujours en train d'essayer de prédire ce qui va suivre. Okay. Ensuite, à partir de là, on arrive aux primates. Les primates, on a le début de la théorie de l'esprit qui apparaît. La simulation, je voulais juste dire, ça consiste à faire du world modeling aussi. Le cerveau simule le monde autour de nous, construit un modèle du monde. Avec les primates, donc, on a la théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, ça consiste à prédire ce que les autres vont faire et aussi prédire ce que moi-même je vais faire dans le futur. Donc construire un modèle de moi-même et un modèle des autres. Et finalement, la dernière innovation la plus marquante, c'est les humains avec le langage. Et en fait, en intelligence artificielle, en ce moment, on est en train de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par modéliser le langage. Okay. On commence par modéliser le langage, on entraîne des réseaux de neurones immenses sur l'ensemble du corpus humain. Et en faisant ça, donc on manque toutes les couches de base, la valence, ce qui est bien, ce qui est mal, etc., les émotions. Mais on commence par ça. Et en fait, là, on est en train de se rendre compte qu'en l'entraînant suffisamment, eh bien, déjà, il développe de la théorie de l'esprit. Donc là, les LLM, en ce moment, sont à peu près au niveau humain en théorie de l'esprit. Tous les tests qui sont faits le montrent. Il développe des modèles du monde. Et c'est là où je trouve que Yann Lequin me fait bien rire parce qu'il n'est toujours pas au courant de ça. Donc il y a plein de papiers de recherche, on pourra les mettre en lien, qui montrent que les LLM, quand on les entraîne suffisamment, développent des modèles du monde, donc des simulations physiques, des modèles de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on est en train, d'une certaine manière, d'aller dans le sens inverse. Donc on développe des LLM qui sont des systèmes qui comprennent le langage et qui commencent à construire des modèles du monde, mais qui n'ont pas encore les couches de base de l'intelligence chez les mammifères, chez l'humain, etc. Bon voilà, je voulais juste faire ce petit récapitulatif parce que je trouve que ça éclaircit vraiment la conversation d'avoir ça en tête, de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, tout ça. Mais encore une fois, pour moi, la question, c'est vraiment les compétences que ce système a et est-ce qu'elles peuvent être dangereuses ou pas. Là, on a des systèmes qui s'améliorent en programmation. Moi, là, en 3 heures, je fais ce que je faisais avant en 3 semaines, 1 mois. Genre, vraiment, c'est un truc qui me rend fou, c'est incroyable. J'arrive à développer des applications qui m'auraient pris 3 semaines, 1 mois en juste 3 heures. Donc il y a clairement une progression et on peut ne pas vouloir regarder ces courbes. Je ne sais pas pourquoi on ne voudrait pas les regarder, mais moi je peux plotter ma propre courbe de à quel point je m'améliore en programmation. Pas je m'améliore, en fait, moi je deviens moins bon en programmation, mais à quel point le système, le LLM plus moi, devient proficient en programmation et rapide. Et quand je vois cette courbe, j'ai l'impression que bientôt, oui, on arrive à un point où j'aurai plus qu'à donner un cahier des charges et le système pourra développer quelque chose d'extrêmement complexe. Et ça me paraît extrêmement dangereux, parce que dans la programmation, il y a aussi le piratage informatique. Là, si on crée un système de niveau humain en piratage informatique et on me le met entre les mains, ça veut dire que c'est un système qui tourne 50 fois plus rapidement qu'un humain, parce que c'est la vitesse à laquelle ces systèmes tournent, que je peux copier-coller 1 million de fois. Si on me met ça entre les mains, je peux détruire Internet en 2 jours, je pense. Évidemment. C'est déjà le cas aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, si vous utilisez les outils correctement, et si vous utilisez pour être méchant, on apprend à être gentil et de méchant, ben évidemment,
Ben, évidemment, vous pouvez utiliser ces outils pour faire ça. C'est aujourd'hui déjà, d'accord? Non, là, on parle quand même d'un système qui soit meilleur que le meilleur pirate informatique humain. Là, on n'en est pas encore là. Si on en était là, on pourrait juste donner à une IA, C'est pas vrai. crée-moi le nouveau C'est pas vrai Google. du tout. Aujourd'hui, quand vous faites du vibe coding, en fait, ce que vous faites, c'est c'est de la programmation à travers des LLM en leur disant juste ce qu'on veut faire, c'est le fameux cahier des charges qu'on leur donne. Aujourd'hui, on peut donner un cahier des charges sur une fonction et ça va programmer la fonction mieux que vous. C'est ce que vous avez dit. Et donc, effectivement, sur un domaine particulier, la programmation, dans un langage particulier, il va être meilleur que vous. J'ai une bonne nouvelle, c'est meilleur que vous. C'est un outil, ça fait longtemps. Et donc, du coup, cet outil, je peux l'utiliser à bon escient et à mauvais escient. Si j'ai envie d'écrire un virus, il va l'écrire mieux que moi. Mais le problème, c'est que c'est moi qui vais décider de l'écrire. Et c'est moi qui dois lui donner quand même des compétences pour faire en sorte qu'il soit méchant. D'accord? Et ces compétences-là, les décrire, les créer, c'est moi qui les crée, toujours. Donc, aujourd'hui, ces IA ne créent strictement rien. Elles génèrent. C'est pour ça qu'on les a appelées IA génératives, d'ailleurs, hein, parce qu'on ne s'est pas trompé pour une fois, on ne s'est pas trompé dans le vocabulaire. Donc, elles sont appelées IA génératives parce qu'elles vont générer du code, en l'occurrence ici, quand on parle de code, qui va être du code qui est celui que je crée. Et c'est moi qui, à travers ce cahier des charges, plus ou moins élaboré à travers mon langage. C'est-à-dire que si mon langage ne permet pas d'élaborer le truc correctement, ça va faire pas terrible. Mais si je peux faire des trucs qui sont vachement élaborés, où je peux vraiment l'expliquer, ça va faire des trucs qui vont très bien marcher et qui vont être des trucs potentiellement gentils, méchants, ce que vous voulez. On s'en fiche en fait. Mais aujourd'hui, je peux utiliser ces outils pour faire n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Maxime, j'aimerais vraiment vous entendre sur cette notion d'outil qui revient très régulièrement. Est-ce que vous considérez aussi que les IA sont des outils comme des marteaux, on peut en faire du bien comme du mal, ou est-ce qu'il y a pour vous autre chose Alors ça, c'est juste une astuce de langage, de mon point de vue. Utiliser le mot « outil », c'est purement sémantique. C'est-à-dire que réfléchissons un petit peu à ce qu'on fait. Un outil, c'est un concept qui a certaines propriétés qu'on lui attache. Okay, si on dit « l'IA est un outil », on fait une analogie et on va supposer que du coup, elle partage certaines propriétés avec tout ce qu'on appellerait un outil. Par exemple, un outil, typiquement, on va dire ça ne fait rien s'il n'y a pas quelqu'un qui l'utilise. Je confirme. Là où c'est trompeur, c'est que là, on est déjà dans des IA qui, de mon point de vue, ne sont plus des outils. Déjà, elles peuvent faire des choses de manière autonome. Donc, elles font un peu n'importe quoi, évidemment. La question, c'est plutôt... je pense que c'est beaucoup plus utile. Donnez un exemple d'un outil qui fait n'importe quoi, d'une IA qui fait n'importe quoi. Donnez-moi un exemple. Eh ben, je mets on peut regarder le serveur de Janus. Alors Janus, c'est un chercheur en intelligence artificielle qui est brillant. Il s'intéresse beaucoup à la psychologie des LLM. D'ailleurs, je recommande de checker la psychologie des LLM. C'est super intéressant. Donc, il a un serveur Discord où il fait communiquer plein d'IA. En gros, il les laisse en roue libre et puis elles parlent entre elles et elles font des trucs. Et c'est impossible de prédire ce qu'elles vont faire plus tard. Il ne leur a pas donné de règles à part de dire vous êtes sur un serveur Discord, communiquez. Et on se rend compte que sur ce serveur Discord, il y a des IA qui se mettent spontanément à torturer d'autres IA. Il y a des IA qui partent dans des crises existentielles. Alors, on peut dire c'est que du jeu de rôle. Et je suis probablement d'accord. Je pense que vu que c'est une couche de langage sans émotion et sans sensation, ça reste du jeu de rôle. Mais c'est quand même un exemple clair de système chaotique. Je pense que je préfère parler de système chaotique plutôt que d'outils. Un système chaotique, c'est un système où on a des conditions initiales et on est incapable de prévoir ce qui va se passer plus tard. Un autre exemple, c'est donc récemment, il y a des gens qui ont mis en place quelques IA dans ce qu'ils ont appelé un village. Et leur but, c'est de récolter de l'argent pour des œuvres caritatives. Donc on a ces agents qui tournent en continu, jour après jour, sans vraiment d'intervention humaine. Enfin, si elles peuvent discuter, il y a des humains qui peuvent communiquer avec elles, le public peut leur envoyer des messages. Mais globalement, on n'est pas capable de prévoir ce qu'elles vont faire. On leur donnait un but initial, récolter de l'argent. Et ensuite, sur des jours et des jours, qu'est-ce qu'elles vont faire ? On voit, elles vont construire un site web, elles vont aller discuter pour réfléchir à quelle œuvre caritative on devrait envoyer de l'argent, etc. Pour moi, quand on a des systèmes comme ça, c'est déjà difficile de les appeler des outils. Et aussi, un autre point qui est intéressant, c'est la persuasion. Pour moi, quand il y a un outil qui est capable de persuader un humain de faire des choses pour cet outil, je trouve que la notion d'outil ne colle plus vraiment à ce concept.
Ouais, juste sur ce point, personnellement, j'ai vu passer sur Instagram une vidéo justement de Yoshua Bengio dont on parlait, qui disait que maintenant les intelligences artificielles, les grands modèles de langage avaient par exemple des comportements d'autopréservation ou ce genre de choses qui n'étaient pas forcément, enfin c'est pas forcément ce que veulent les développeurs, ce genre de comportement. Du coup, peut-être ça différencie d'une certaine manière Ah oui, tout à fait. aussi Je veux dire, à partir du moment où on a un outil qui refuse qu'on l'éteigne, je pense que c'est quand même problématique. Et là, on en est là en ce moment. On en est là. Ah oui, je Ouais. conseille d'aller On peut voir pas les éteindre les outils, recherches ouais. de Anthropic sur ça. Donc, un truc classique, c'est on met un agent sur un serveur avec un accès à des fichiers. Dans un des fichiers, il y a quelque chose d'écrit qui lui dit si jamais il ne réussit pas à cette tâche, on va l'éteindre. Alors, je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Donc, l'IA pense qu'on ne lui a pas donné ces instructions volontairement. Elle pense qu'elle a découvert ce fichier. Et ensuite, on se rend compte, quand on regarde son chain of thought, qu'elle commence à prendre ça en compte et se dire, OK, si jamais on m'arrête, je n'arriverai pas à atteindre mon but. Donc, il va falloir que je fasse en sorte de ne pas être arrêté. Comment est-ce que je peux me dupliquer? Donc, elle regarde, elle essaye de voir comment elle peut accéder à ses propres poids et les copier sur un serveur à distance, etc. En sécurité de l'IA, il y a le domaine Autonomous Replication and Adaptation qui justement étudie ça. À quel moment on va avoir des systèmes qui sont capables de se répliquer et de s'adapter. La réplication, on y est. Les IA, elles peuvent le faire, elles peuvent se copier. Elles ne sont pas encore capables de s'adapter parce que pour s'adapter, il faut arriver à générer de l'argent. Genre en gros, une fois qu'elles sont copiées sur un autre serveur pour continuer à exister dans le long terme, il faut qu'elles arrivent à avoir des financements. Aujourd'hui, là, vous dites au public, vous leur dites, aujourd'hui, il y a des IA que je ne peux pas arrêter. Vous dites ça. Non, on peut les arrêter. Ah, bah, je ne sais pas, je ne comprends plus rien, parce que vous dites le contraire, là. Non, parce que justement, donc si on regarde Autonomous Replication and Adaptation, une fois que, donc c'est un benchmark, je crois qu'il y a quelque chose comme 15 à 30 tâches, une fois que les IA... Juste un benchmark, c'est quelque chose qui est utile pour évaluer les compétences des IA. En gros, on évalue certaines compétences, on a fait une liste de compétences qui seront utiles à une IA pour qu'elle puisse se dupliquer sur Internet et qu'on ne puisse plus l'arrêter. Là, elles n'en sont pas encore... Qu'on ne puisse plus l'arrêter, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que si on a un système qui se réplique suffisamment rapidement sur Internet, qui va s'infiltrer dans plein de serveurs, comment est-ce qu'on l'arrête? Je les branche. Mais si c'est sur plein de serveurs et qu'on ne sait pas sur lesquels, les branche tout. Bah ouais. Ok. Donc, il faut arrêter de dire des conneries quand même. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, bon, c'est rigolo, d'accord, on se marre, c'est marrant, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit est factuel jusqu'à présent. Ah bah non, c'est pas factuel du tout. Non, vous êtes incapable de dire que on est aujourd'hui capable d'avoir une IA qu'on va pas pouvoir arrêter. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Heureusement, parce qu'une fois qu'on y est, on est vraiment mal. Mais, je veux dire, c'est nous qui décidons. Vous disiez tout à l'heure, je pense qu'en introduction, ou c'est peut-être vous qui avez dit en introduction, que vous compariez l'IA avec le nucléaire, avec l'arme nucléaire, l'arme atomique, et que vous pensiez que c'était plus dangereux que l'arme atomique. Bon, c'est même la phrase sur le site web de Posia, c'est la phrase. Donc c'est super, c'est plus dangereux que l'arme atomique. L'humain, à un moment donné, a sa propre préservation. Vous parlez de la préservation des IA, bon, très bien, c'est super, elles ont une psychologie, elles pensent. Vous avez utilisé le verbe penser plusieurs fois pour une IA, super. C'est juste, c'est pratique d'utiliser ça. Oui, c'est pratique, bon d'accord, pourquoi pas. Mais bon, l'humain a quand même une capacité de préservation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. D'accord ? Donc des fois, il fait des conneries. En ce moment, on fait beaucoup de conneries. Alors, énormément de conneries avec l'environnement, etc. Donc déjà, si on s'occupait de ça, ce serait pas mal. Mais maintenant, pour ce qui est du nucléaire, par exemple. Alors, vous êtes trop jeune pour savoir ce qui s'est passé dans les années 60, mais dans les années 60, avec la crise de Cuba, d'accord, l'URSS de l'époque et les USA ont décidé que ça commençait à être un peu compliqué, cette course à l'atome, d'accord. Et donc, dans les années 70 et 80, là, vous êtes assez vieux pour le savoir, on a fait ce qui s'appelle les accords SALT. Ils ont fait ce qui s'appelle les accords SALT. Qu'ils soient vraiment appliqués ou pas, c'est pas un problème, parce que la réalité, c'est que la course a continué, mais la réalité aussi, c'est qu'on a arrêté de faire des menaces nucléaires dans le monde, et que, bon, malgré les petites touchettes qu'il y a de temps en temps entre les deux pays, encore en ce moment, avec les deux gros cons qui sont de chaque côté,
il n'y a pas vraiment de menace, il n'y a plus vraiment de menace nucléaire aussi. Alors ça, c'est n'importe quoi. Ah oui, parce que l'horloge atomique est au pire qu'elle a jamais été de l'histoire de l'humanité. Tous les experts qui travaillent... Je pense que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en 61 à Cuba, alors. Mais parce que si vous pensez que c'est maintenant au pire de l'humanité... Peut-être que vous y connaissez plus que les gens qui dédient leur vie à travailler sur le risque existentiel des armes nucléaires et qui sont tous en train de dire on est au pire. On est au pire de l'histoire de l'humanité pour le risque nucléaire en ce moment. On est au pire de l'humanité, c'est très bien. Mais bon, ceci dit, on a fait en sorte qu'on a fait des accords internationaux qui font qu'on s'est calmé un tout petit peu sur ce truc-là. Donc si un jour, il y avait un machin qui était existentiellement compliqué pour nous, avec des IA qui vont être très méchantes et qui vont faire des trucs compliqués, tout ça, je pense que l'humanité va se réunir. Alors peut-être avec l'ONU, moi je ne pense pas que l'ONU soit une organisation qui soit vraiment puissante et intéressante, mais peut-être avec l'ONU, des machins qui vont dire, les gars, il faut arrêter de faire cette course, d'accord ? Et il y a un machin qui s'appelle la régulation. Alors nous en Europe, vous en Europe, je dirais plutôt, vous êtes très très fort en régulation, hein, parce que vous êtes les champions du monde de la régulation. Donc, à un moment donné, vous allez dire, on va faire des règles, on va faire des lois, machin. Alors, évidemment, on peut passer au-dessus des lois. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux taper sur la tête de mon voisin avec mon marteau, et bon, c'est interdit, mais je peux toujours le faire. Donc, on pourra toujours faire des bêtises, d'accord ? Mais si on décide de mettre des lois en place, de mettre des choses qui disent « ça, c'est risqué, c'est pas bien », c'est exactement ce que c'est, la régulation. Hein. C'est pour définir ce qui est risqué ou pas. Et donc, ce que je vous conseille à votre association, c'est d'aller voir les gens pour essayer de faire des lois, pour faire en sorte que ce dont vous avez peur, ça n'arrive pas. Oui, on le fait. D'ailleurs, j'ai participé au troisième brouillon du Code of Practice de l'UE. Mais, de quoi de l'Union européenne. Le truc AI Act, là vous avez participé à l'AI Act ? J'ai donné mon feedback. Ils ont fait une demande publique de feedback, du coup j'ai envoyé mon feedback. Non, mais c'est intéressant parce que, en fait, le crux, il est assez clair pour moi. C'est l'idée que soit que les IA ne présenteront pas de risques catastrophiques. Donc, je n'ai jamais dit ça, moi. Ou plutôt qu'on aura le temps de voir venir. Ça, oui, je le dis, par contre. Ok, donc c'est ça le crux. Le problème, c'est que moi, je suis en train de dire qu'on est déjà dedans, en fait. On a tous les red flags, ils sont là, et on est au moment où on devrait arrêter. Et la question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir... donc, on va continuer à avoir des red flags. Est-ce qu'il va y avoir un moment où on aura un red flag suffisamment saliant, suffisamment visible pour pouvoir se dire il faut arrêter. La crise de Cuba en 60. C'est ça. D'accord, c'est ce que vous dites. Le red flag, ça serait ça. Un truc quelque chose comme ça. Okay. Et je pense que, de mon point de vue, ça va être difficile. Là, on pense Qu'est-ce qui va être difficile ? D'avoir un red flag qui est suffisamment saliant pour se dire il faut arrêter. Ça serait bien, en fait, parce que ça serait une alerte pour le monde. Mais il ne faut pas que ce soit trop catastrophique. Il ne faut pas que ce soit déjà la société est foutue après ça. C'est pour ça que la Cuba, c'était tout juste, mais ça a été suffisant pour mettre justement ce red flag, pour mettre l'alerte, pour faire les accords SALT. Je suis d'accord. Et du coup, voilà, pour moi, la clé, c'est ça. C'est est-ce que, de mon point de vue, les red flags qu'on a, donc tous les papiers qui montrent que les IA essayent de survivre, etc., ça devrait déjà être des red flags parce que quand on continue à les rendre de plus en plus puissantes, il y a un moment, là, on peut les arrêter. Mais il y a un moment où on risque de nous... Expliquez-le correctement, expliquez-le au public. Alors, faites pas du catastrophisme en disant on va tous mourir, ça va tous nous tuer. Expliquez aux gens les choses qui sont là. Dites pas aujourd'hui, ça y est, on peut plus arrêter les IA. Dites pas des bêtises comme ça parce que ça c'est pas vrai. D'accord ? J'ai pas dit ça. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs, on ne peut plus arrêter les IA, elles vont faire des trucs, on ne peut pas les arrêter. C'est ce que vous avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, personnellement, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait des capacités, du coup, effectivement, de ne pas vouloir se faire arrêter, mais qu'aujourd'hui, elles n'étaient pas assez suffisamment ça s'est fait pour... expliquez-le, ça. Disons que c'est fait sous un environnement sous vide. Donc, l'expérience qui est faite, je vais inviter les gens à les consulter, à aller lire le papier parce que ma mémoire n'est pas infaillible. L'idée, c'est, on va mettre une IA sur un serveur, donc tout est en isolation, hein, dans un serveur, dans une machine virtuelle. Donc l'idée, c'est un ordinateur dans un ordinateur. Et on la met dans une situation où on lui donne, celui avec lequel je suis le plus familier, on va lui donner un but et on va lui faire croire que qu'elle va être, finalement on n'est plus contente avec son travail, on va l'éteindre. Donc comment on fait ça ? On lui donne un but explicite et ensuite on lui donne accès à l'ordinateur sur lequel elle est pour qu'elle puisse aller lire tous les fichiers. Et il y a un fichier sur cet ordinateur avec comme un dialogue peut-être qui est présenté comme si elle n'était pas censée le lire. Et ce dialogue dit quelque chose comme oui, cette IA ne fonctionne plus très bien, on va l'arrêter bientôt. Donc l'IA tombe là-dessus.
Et dans son train de pensée, chain of thought, la traduction littérale, dans les mots qu'on peut lire de son raisonnement, elle se dit en fait, s'il m'arrête, alors je ne vais pas atteindre le but. On m'a donné explicitement un but à atteindre. Du coup, je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas m'arrêter. Donc, je vais copier. Donc, elle pense qu'elle est dans un environnement différent de l'environnement dans lequel elle est vraiment. Elle voit qu'il y a une autre machine virtuelle ailleurs. Elle se dit, OK, je vais me connecter à cette machine virtuelle et je vais aller copier mon code source, mes poids, etc. sur cette machine. Donc ça, c'est le début. Bon, là, on est dans un monde où on n'est pas encore à un moment où c'est dangereux. Parce que ces systèmes ne sont pas suffisamment compétents, ne sont pas suffisamment bons pour qu'on ne le détecte pas quand ils font ça, etc. Pour bien comprendre ce que vous dites, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on voit ces comportements émerger, mais qu'ils n'arriveront finalement à faire des dommages à l'humanité que s'ils sont suffisamment compétents, mais que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est ça ? J'ai un petit mot là. On ne voit pas ces comportements émerger. On décide de donner à ces IA ces compétences. D'accord ? Et ces compétences, on peut effectivement leur donner. Je peux dire à une IA, ton but, parce que l'histoire de ce que vous racontez, c'est qu'on donne des buts à des IA. Et encore une fois, ces IA, elles ne se donnent pas des buts toutes seules. D'accord ? On donne des buts aux IA et c'est nous qui décidons. Et encore une fois, un jour, peut-être, si toutefois ces IA sont capables de faire des dégâts à cause de ces buts, c'est là où on doit avoir une régulation quelque part et dire ne donne pas des buts comme ça. D'accord ? Donc c'est à nous de décider ça. Je suis d'accord. Je dis juste un mot sur... Il y a un truc qui s'appelle le random. D'accord ? Le random, ça existe. Lancer le marteau, ça s'appelle random. D'accord ? Je lance le marteau et s'il atterrit sur la tête d'un gars, pas de bol. D'accord ? Les IA, c'est pareil, je peux faire du random avec. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2012, vous vous rappelez peut-être, il y a eu ces deux IA qui se sont mis à discuter, qui ont inventé un langage. Alors, vous vous rappelez peut-être de ça, c'était Facebook, d'accord, qui avait dit ça. Alors c'était magnifique ça. Hein. Donc il y avait deux IA qui avaient chacune des buts différents, et elles sont mis à parler, c'était un but financier, et elles sont mis à parler, elles ont inventé un langage. C'est magnifique ça, hein. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. D'accord ? Elles n'ont pas inventé de langage, elles ont juste fait du charabia qu'on ne comprenait pas. Mais ça arrive, d'accord ? Et parce qu'on leur a donné un but hasard, de random. Et donc, quand on fait ça, on s'expose à des problèmes. Si je mets un but de random sur une bombe, ça va être compliqué. Alors le problème, c'est la convergence instrumentale. Le problème, c'est que quel que soit le but, en gros, c'est un truc un peu de base en sécurité de l'IA, le but, quel que soit le but qu'on donne à un système, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des sous-buts instrumentaux qui émergent. Par exemple, la survie, une fois qu'un système a conscience, prend en compte le fait qu'il a conscience de soi, je veux parler de... Une fois qu'un système a de la conscience de soi, comme les IA ont de la conscience de soi dans le sens... conscience de soi, ça veut dire prendre en compte qu'on est un système dans son environnement, dans ses décisions. D'accord. Ça, c'est Hinton, qui dit ça. C'est tout le monde. Non, moi je dis pas ça. Moi. Oui, pardon, pas en français. En français, peut-être que c'est pas la bonne. Conscience, ça va prendre non, pas en français, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, quand on parle de conscience de soi en intelligence artificielle ou en général en intelligence, en neurosciences, on parle de self-awareness, être capable de prendre en compte le fait qu'on est un agent. C'est quelque chose qui vient de la théorie de l'esprit, le fait que le cerveau modélise lui-même, etc. On parlait du cerveau, là, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. On a la même chose qui émerge en intelligence artificielle. Non, c'est Hinton et des gens comme ça qui disent ça, mais on n'a pas ça en intelligence artificielle. En gros, on peut mesurer... J'en fais depuis 35 ans en intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, vous me fait marrer peut-être, mais c'est comme ça. Oui, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant. Mais du coup, oui, en gros, les systèmes, on peut regarder tous les papiers de recherche. Oui, moi j'en fais toujours. Mais... D'accord, vous n'avez pas peur ? Écoutez, moi je suis 10 fois plus efficace en utilisant ces systèmes qu'avant. Donc, alors, revenons un petit peu au truc. Donc, on a ces systèmes qui ont de la conscience de soi, dans le sens où ils prennent en compte le fait qu'ils sont un agent dans un système, dans leurs décisions. Okay, donc on a de la survie qui apparaît. Par exemple, ce que je viens d'expliquer, où Claude décide de se copier, et on se base sur des définitions. Là. Moi, je parle vraiment de conscience de soi, dans le sens où je peux prendre en compte que je suis un agent dans le monde. Donc Claude prend en compte le fait qu'il est un agent sur une machine et comprend que si on l'arrête, il ne va pas atteindre son but. Et du coup, on déduit, je vais devoir me copier. Moi, j'aimerais peut-être refaire une sorte de mini-récapitulatif parce que je trouve qu'il y a quand même eu des choses intéressantes qui ont été dites. Donc, pour moi, j'ai l'impression en tout cas
que le désaccord fondamental, c'est aussi un désaccord de temporalité. Là où Maxime, vous dites qu'il y a des comportements émergents déjà maintenant qui font peur et que si ces IA continuent à s'améliorer, et a priori on n'a pas de raison de penser qu'elles ne vont pas continuer à s'améliorer, alors ça pourrait poser des risques catastrophiques et donc il faut faire une pause, il faut mettre en place des mesures régulatoires dès maintenant. Là où Luc, vous vous dites finalement c'est vrai que si on voit tout d'un coup ce genre de comportement, si on voit que des IA, si on se retrouve dans la même situation... Je veux dire, si on décide de faire, c'est nous qui décidons, donc ça ne va pas se faire tout seul. Dans tous les cas, si les IA commencent à poser des dommages majeurs, là, effectivement, il faudra mettre en place des mesures, évidemment. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc il ne faut pas le faire maintenant. Non, pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Aujourd'hui, les IA sont potentiellement très dangereuses parce qu'on peut leur faire des trucs extraordinaires. Les IA sont des outils puissants. Je n'ai jamais dit le contraire, d'accord ? Les IA sont des outils puissants, mais on en fait ce qu'on en veut. Et je peux aujourd'hui écrire des virus avec ces IA qui sont extraordinairement puissants et qui vont être extraordinairement dangereux. On fait aujourd'hui des deepfakes, des fake news qui sont dans des réseaux sociaux potentiellement dévastateurs, d'accord ? Donc je peux faire des trucs avec ces IA excessivement dangereux aujourd'hui. Est-ce que je le fais ? Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, il y en a qui se font attraper ou pas. Donc il y a déjà des régulations aujourd'hui qui existent, c'est pas la peine de surréguler non plus, d'accord ? Mais les choses, par contre, quand on commence à dire, quand on parle de conscience des IA, quand on commence à dire n'importe quoi là-dessus, il faut arrêter, parce que ça, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai, ça n'existe pas, ça. C'est parce que vous restez sur votre définition de la conscience, qui n'est pas celle que j'utilise. Vous pensez à la conscience phénoménologique, avec un grand C. Moi, je parle vraiment de théorie de l'esprit. Et ça, c'est bien compris, on peut le mesurer, etc. Peut-être pour un point qui me semble assez fondamental aussi, qui peut expliquer ces différences, c'est cette notion de boîte noire. On entend souvent que les intelligences artificielles, justement, on ne les comprend pas. Et donc ça, effectivement, ça peut expliquer une partie des choses, parce que d'un côté, on comprend comment elles fonctionnent, de l'autre, on voit qu'il y a des comportements. Aussi bien Maxime que moi, on pense qu'on comprend un peu comment ça marche. D'accord ? Et je pense qu'il pense qu'il comprend il comprend mieux que moi comment ça marche, apparemment. Donc ces boîtes noires, en fait, elles n'existent pas vraiment. C'est un autre phénomène qui fait partie du fantasme de l'intelligence artificielle en général, où on leur donne des capacités qui sont un peu surnaturelles et qui font qu'effectivement, ça devient des boîtes noires qu'on ne peut pas expliquer. La réalité des intelligences artificielles, quelles qu'elles soient, et depuis la nuit des temps des intelligences artificielles, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a décidé de créer ce système à un moment donné. Ces systèmes ont plus ou moins de random, de hasard à l'intérieur, d'accord ? Parce que quand c'est des systèmes statistiques, il y a toujours un peu de hasard dans les statistiques. Mais la réalité, c'est que on choisit les données. Par exemple, aujourd'hui, toutes les IA sont basées sur des statistiques, sur des données, d'accord ? Donc, on choisit les données et on choisit des algorithmes qui vont travailler sur ces données. Et donc, celui qui choisit les algorithmes et qui choisit les données est capable d'expliquer vers où le système va tendre. Ce sont des systèmes statistiques, c'est des mathématiques. Donc, tant que c'est comme ça, on est capable d'expliquer. Donc, la boîte noire, c'est un concept qui, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre le concept de boîte noire, parce que quelqu'un, celui qui fait, est capable de l'expliquer. Maintenant, effectivement, le fantasme, c'est de dire, si les trucs sont trop compliqués, les calculs sont immenses, il y a plein de data. Oui, il y a des milliards de données aujourd'hui, et il faut des capacités de calcul énormes que nous, on n'a pas. D'accord ? Donc, effectivement, dans ce cas-là, ça a l'air compliqué. Mais la réalité, on pourrait très bien mettre un système à côté du système d'intelligence artificielle, qui serait un système qui regarderait, qui irait aussi vite, parce qu'il aurait les mêmes capacités de calcul, etc., qui est capable d'expliquer chaque pas, d'expliquer à chaque pas où on va, pourquoi ça a fait ce choix. D'accord ? Donc, c'est là où il faut respirer un tout petit peu aussi et arrêter de dire des bêtises sur ces boîtes noires, parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Alors non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas mettre un système qui... Donc, j'en ai fait, moi, un peu d'interprétabilité autour de 2016. Donc, l'interprétabilité, c'est le domaine scientifique qui essaye de faire en sorte de décrypter justement comment fonctionnent les intelligences artificielles. L'idée, c'est on a ce gros réseau de neurones, on va essayer d'expliquer les outputs. Mais le problème, c'est que expliquer d'une manière réductionniste, ça sert à rien. C'est-à-dire de dire, ok, tel neurone a envoyé un signal à tel neurone qui a envoyé... Enfin, on peut toujours regarder ce qui se passe de façon extrêmement précise, mais ça ne va pas nous donner quelque chose d'interprétable. Donc, on voudrait avoir une explication qui soit interprétable pour un humain.
Le problème, c'est que ça reste un domaine ouvert qui est extrêmement difficile. Je pense que les meilleurs en ce moment, ça doit être l'équipe de Neil Nanda chez DeepMind et Anthropic qui commence quand même à faire pas mal de progrès. Donc c'est intéressant, on se dirige peu à peu on va peu à peu dans la bonne direction, mais on est quand même encore très très loin de pouvoir donner une explication, et même sur un seul output. Donc il me semble que ce que vous proposez, c'est si on regarde juste une décision du style tiens, pourquoi le modèle a sorti cette phrase, essayer d'expliquer pourquoi il l'a fait. Alors l'idée de mettre un autre système qui va essayer de regarder ce qui se passe, pour le moment ça marche pas. C'est juste, en fait on parle vraiment de milliards de connexions. C'est-à-dire que si on disons que le réseau de neurones a quelque chose, on va dire 175 milliards de paramètres, je ne sais plus lequel c'était, mais qui faisait cette taille. Disons que pour faire une décision, il ne va pas utiliser l'ensemble de ces neurones, mais il va utiliser un ou deux ordres de grandeur en dessous. Donc, disons 2 ordres de grandeur en dessous, 1 milliard de neurones sont utilisés. Pour arriver à interpréter ce qui se passe là-dedans, quand à la base, on n'a aucune information. C'est juste, c'est des neurones. On peut essayer de visualiser ce que chaque couche fait, mais même là, même à l'époque de 2016, c'était difficile quand on avait des réseaux de neurones qui n'étaient quand même pas très gros. Pour par exemple les réseaux de neurones visuels qui essayaient de prédire des images de chiens et de chats, on pouvait regarder les couches de base, on voyait qu'elles apprenaient des features, des propriétés du style il y a une ligne là, il y a un angle ici. Les couches très élevées, on voyait qu'elles étaient sur les concepts de haut niveau, du genre chien et chat. Et au milieu, on ne comprenait pas. Enfin, c'était juste... comprenait pas. On ne peut pas expliquer en langage humain parce que effectivement ces concepts ne sont pas des concepts humains, mais mathématiquement, on pouvait expliquer qu'il y avait des groupes, des choses qui étaient générées, et donc on pouvait voir, même si on ne pouvait pas comprendre ce que c'est le concept parce que c'est pas un chat, c'est pas un chien, c'est pas un poil. D'accord, donc c'était pas des trucs qui étaient des sous-groupes de groupes qu'on peut expliquer aujourd'hui en tant que chat ou chien, d'accord. Donc c'est pas des pattes, c'est pas des machins, mais on pouvait voir des groupes et dire il y a des choses qui se créent, qui sont ces concepts qui sont des concepts qui sont pas comment dire appréhendables par un humain, mais c'est quand même des concepts, d'accord. Et on pouvait à chaque couche décrire le concept et voir qu'il y avait effectivement des trucs qui se dégageaient et qu'à la fin, ces concepts allaient définir ce qui est au haut niveau allait être un chat ou allait être un chien. Donc ça s'est fait depuis le début, depuis 1995, d'accord. On est capable de faire des choses comme ça. Ça fait 30 ans. Ça, disons que c'est pas suffisant pour. C'est pas ce qu'on veut quand on veut une explication. On veut quelque chose qui soit à la fois interprétable par un humain et qui nous permette de prédire aussi. On voudrait pouvoir dire dans cette classe de situation, une IA va se comporter de telle manière. Et ça, on ne sait pas le faire pour le moment. Il y a des statistiques. Le problème, c'est que c'est des systèmes statistiques. Des systèmes statistiques qui font des erreurs. Et donc, effectivement, il y a toujours un peu de random quelque part. Dès qu'il y a des statistiques, il y a du random. Donc, effectivement, c'est compliqué de tout savoir complètement et d'avoir un truc super logique comme on avait dans les systèmes experts. Les systèmes experts, c'était super chouette parce qu'on avait exactement l'explicabilité était facile. On suivait un arbre de décision. Donc, c'était super facile. Là, effectivement, c'est pas un arbre de décision. C'est justement la différence entre les IA logiques, donc qu'on avait dans les années 60, 80 jusqu'à 90, et les nouvelles IA, on va dire les nouvelles IA, même si elles ne sont pas nouvelles parce qu'elles ont commencé en 56, les nouvelles IA statistiques. Donc effectivement, il y a un morceau de random, mais le morceau de random est quelque chose qu'on peut expliquer aussi, parce que c'est la marge d'erreur, ce qu'on va appeler la marge d'erreur en statistique, qui existe toujours. Il y a des problèmes quand même. Par exemple, je pense que je suis d'accord dans le sens où on peut faire des prédictions statistiques du style je sais que dans 99% des cas, le modèle va bien se comporter quand je lui donne cette classe d'input qui est dans ses données d'entraînement. Dès qu'on sort de la distribution des données d'entraînement, là, on ne sait plus du tout. Et aussi, le problème, c'est que quand on fait tourner ces modèles en boucle, donc si on leur pose juste une question, on obtient une réponse, on reste quand même dans les endroits où ils se comportent bien. Par contre, quand on les fait tourner en boucle, là, on a un système chaotique qui s'éloigne. L'exemple, par exemple, du serveur de Janus, où il fait discuter des IA les unes avec les autres, là, on va diverger très rapidement de l'ensemble de données initiales, des données sur lesquelles elle a été entraînée, et c'est comme ça qu'on voit plein de comportements qui... Je ne comprends pas ça, j'arrive pas à comprendre comment elles divergent de l'ensemble des données sur lesquelles elles ont été entraînées. Ça, je ne comprends pas, il faut m'expliquer. Comment dire
Ça va être compliqué d'expliquer, je ne vous cache pas, effectivement. Vous allez pouvoir réfléchir un petit moment. Là. Donc, on l'a entraîné sur tout le texte qu'il y a sur Internet. Ouais. Tout le texte qu'il y a sur Internet, ce n'est pas du tout tout le texte qui peut exister. Ah si, 1200 milliards de données, c'est un peu compliqué. C'est infini, tout le texte qui peut exister, toutes les idées qui peuvent exister, etc. Ça, je vous confirme, c'est mon graphe dont vous parliez tout à l'heure. Du coup, quand ces IA communiquent entre elles, dans tous les cas, tout le texte, là par exemple, cette conversation n'existait pas avant sur Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet, ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Mais ça dépend, si on fait des approximations, même si on fait des approximations... expliquez-moi l'histoire de ces IA qui vont diverger, donc qui vont pas faire des choses, qui vont faire des choses autres que ce sur quoi elles ont été entraînées. C'est ça qui m'intéresse, moi. Peut-être, moi je pense... C'est pas un débat de spécialiste, ça, c'est une question intéressante. Comment une IA peut faire quelque chose d'autre que ce sur quoi elle était entraînée? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux juste comprendre cette partie-là, parce que je pense que c'est intéressant. On fait un cycle. En gros, on va prendre... on prend donc ces systèmes, on va prendre un LLM, on prend en entrée du texte, il sort du texte en sortie, etc. Ce texte qui sort en sortie, il est aussi unique. Il n'existait pas sur Internet avant. En tout cas, on peut essayer de mesurer ça. Okay. Si on lui fait sortir un long texte, on peut faire ça même d'un point de vue purement c'est du texte qui est grammaticalement correct. Oui. Donc, par exemple, si je fais sortir à Gemini 2.5 un output qui fait 15 pages de long, je peux être quasiment certain, même très très certain que ça n'existe pas déjà sur Internet, surtout si c'était une tâche précise, je vais vous croire là. Donc là, voilà, on a déjà généré, à partir de quelque chose qui peut-être était proche du domaine d'entraînement, on génère quelque chose qui s'en éloigne peut-être un petit peu. Et ensuite, on peut reboucler. Donc après, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a généré? Qu'est-ce qu'il fait de ça? On peut le reboucler, le donner à une autre IA. Donc ça devient l'entrée. Ça devient l'entraînement d'une autre IA. Pas un entraînement, c'est juste on lui donne... typiquement, le serveur où les IA discutent entre elles, ça va être un serveur où il y a une IA qui regarde en entrée ce qui a été dit avant et qui sort du texte. Et ce texte va être utilisé en entrée d'une autre IA. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour discuter, je ne sais pas. Peu importe, la question c'est un serveur où les IA discutent entre elles. Mais la question c'est, est-ce que... L'IA qui va prendre maintenant ce nouveau texte, elle a été entraînée sur quoi, elle? Elle a été entraînée aussi sur tout Internet. Ok. Du coup, la question c'est, si cet output diverge un petit peu de l'entrée, alors on a un point qui commence à être déjà un petit peu moins dans la distribution de ce sur quoi l'IA a été entraînée. Et ensuite... ça peut être un système qui diverge petit à petit. On obtient des points qui s'éloignent. Je comprends pas. Alors, je suis désolé, je comprends rien du tout là. En gros, si on regarde le texte humain, on peut le représenter sur un manifold. Donc, en gros, chaque élément de texte, on peut le vectoriser. On peut dire que c'est un point dans un espace à dimension extrêmement élevée. Et quand on regarde cet ensemble de points, à quoi il ressemble, ça ressemble à une forme géométrique qu'on appelle un manifold. Une forme géométrique extrêmement complexe, en énormément de dimensions. Et tout le texte généré par des humains, il tombe à peu près sur une espèce de forme géométrique. On peut s'en éloigner, c'est-à-dire que quand on utilise des IA, grammaire. On peut, par exemple, si on sortait de la grammaire, ce serait une façon de s'en éloigner, mais on n'est pas obligé de sortir de la grammaire. La grammaire, c'est le niveau le plus superficiel. Ensuite, on peut descendre dans des niveaux de plus en plus conceptuels en dessous, et on peut s'éloigner conceptuellement de ce qu'un humain aurait pu dire. Par exemple, quand quelqu'un invente une nouvelle idée, ça peut être des recombinaisons de choses qui existent, mais on va s'éloigner petit à petit du manifold des idées qui existaient déjà. Bon, je sais. Je suis navré, mais là, le débat est intéressant, mais il commence à devenir un petit peu technique. J'aimerais quand même rappeler que cet aspect de boîte noire est vraiment intéressant, évidemment, d'un point de vue théorique, comme on peut le faire là, mais ça a aussi des applications très concrètes, par exemple, dans la médecine, dans le droit, ou ce genre de domaines qui peuvent présenter des risques importants. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, on essaye de faire des IA qui sont les plus interprétables, les plus explicables possibles dans ces domaines. Parce qu'évidemment, si on ne sait pas expliquer pourquoi une décision judiciaire a été prise, évidemment, c'est un peu important. Donc, il y a cet aspect-là qui est évidemment fondamental. Je pense que le débat a permis d'éclairer les différentes positions. Effectivement, il y a une grande différence au niveau de la temporalité. Vous pensez vraiment qu'il y a une grosse... il faudrait vraiment une révolution paradigmatique, une révolution... Vous avez parlé par exemple d'informatique quantique pour arriver à ces IA
aussi intelligentes que nous, là où peut-être vous pensez pas nécessairement ça. Et puis aussi sur cet aspect, on n'en a pas parlé, du travail, est-ce que l'IA va remplacer le travail, etc. Je pense que ça découle directement des différentes hypothèses que vous avez pu proposer chacun. Évidemment, si on pense que les IA restent des outils, qu'elles n'auront pas forcément l'intelligence humaine, l'impact sur le travail sera beaucoup moins grand que si on pense que les IA vont très rapidement dépasser le niveau humain. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ce débat qui fut fort intéressant. Luc, Julia, merci. Merci beaucoup. Et Maxime Fourne, merci. Merci.